voulais vous dire aussi que ce n'était pas une conférence politique, c'est une conférence plutôt scientifique. Et l'objectif, c'est que nous tous, on ait suffisamment d'éléments et de compréhension des enjeux pour, dans les nombreux, en tout cas, dans ceux que je connais, à être militants politiques. Donc après, la balle est dans notre camp pour proposer des solutions. Est-ce que vous m'entendez bien? On suit là. Ok. Donc d'abord, comme on disait en 68, tu parles camarade. Je parle d'eux. Je suis journaliste depuis 1983, spécialisé en sciences depuis 1986. Ça fait pareil. D'ailleurs, techniquement, je suis à la retraite depuis presque 3 ans. Et j'ai écrit pour la première fois l'expression changement climatique dans le sens où nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire celui provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, dans un article publié en 1987 pour le journal Révolution, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Et depuis 1987, j'ai écrit plusieurs centaines d'articles sur le sujet. J'ai plusieurs milliers d'heures de discussion avec les scientifiques qui s'occupent de ça. J'ai publié plusieurs livres, 5-6 livres, on parle du changement climatique. Le premier, il y a 23 ans, ça s'appelle Quel climat pour demain, chez Calman Levy. En 2010, j'ai mis Claude Allègre en short dans L'imposteur, c'est lui. En 2015, j'ai publié un petit bouquin sur la cacophonie climatique. Et là, vous avez, il y a 3 ans, j'ai publié ça avec un paléoclimatologue. Donc, très simplement, il a fait les 50 premières questions sur la physique du climat, puis j'ai fait les 50 autres sur la politique du climat au sens large du terme. Et puis, depuis janvier, vous trouvez en librairie ce livre qui est unique dans son contenu. Je vous garantis que, à part l'introduction et la conclusion qui sont 2 mois, tout le reste, c'est ce que dit le GIEC. Juste traduit de l'anglais et traduit en français compréhensible. C'est ce que dit le GIEC. Oh là. Voilà. Donc, on y va. Alors, déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on a agi si tardivement sur le climat, alors que parfois on lit dans des articles de journaux qu'on savait tout dans les années 70 et qu'il ne s'est rien passé à l'époque. Pour ça, il faut toujours se poser la question qui savait quoi exactement. Et vous verrez que exactement est très important. Si on n'est pas capable de répondre à cette question, on écrit ce bouquin de nul, Père de la Terre, d'un journaliste américain, qui explique qu'on savait tout en 1979 et que George Bush Senior a failli sauver la Terre, et non pas la perdre, dans les années 80, ce qui est une énorme ânerie. Il y a aussi une confusion entre la préhistoire de la science du climat et son histoire, on va dire, qui commence beaucoup plus tard. Là, vous avez des scientifiques très anciens, Fourier, grenoblois, Tyndall, Arrhenius, le suédois. Fourier, c'est vrai qu'on dit oui, on sait depuis Fourier que l'effet de serre, avec les rayons infrarouges de la Terre, etc. Ok. Sauf que Fourier, il écrit avant la révolution de la mécanique quantique au début du XXe siècle. Et donc les rayons infrarouges, je ne sais pas ce que c'est parce qu'on ne les a pas encore inventés, lui il parle de chaleur obscure. Il se trouve que c'est la même chose, mais au point de vue de la physique, c'est quand même pas le même outil. Tyndall, d'ailleurs, il a été précédé par une femme aux États-Unis, mais on l'a oublié parce que c'est une femme. Bon, il montre que le CO2 est un gaz à effet de serre. Ok, mais on ne sait pas combien il y en a dans l'atmosphère, on ne sait pas combien il y en avait. Et Arrhenius, il est célèbre parce qu'en 1896, il publie un article où il dit ok, qu'est-ce qui se passe si je double la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère? Il se pose la question parce qu'on commence à l'époque à utiliser massivement le charbon en Angleterre. Il fait un calcul avec la physique qu'il connaît et il dit ça va réchauffer la Terre de 4-5 degrés. Waouh! Le climatologue non averti dit le même résultat que 100 ans après avec les supercalculateurs.
Oui, sauf que d'un point de vue de la physique, son calcul est totalement faux. Il y a une représentation du mécanisme de l'effet de serre dans l'atmosphère qui est fausse. Et donc, c'est quand même un peu un hasard s'il tombe sur le bon résultat. En outre, et surtout, Arrhenius, il est très content de ça. C'est pas du tout, il faut faire attention, il faut arrêter de brûler du gaz, du charbon. Lui, il est suédois, et son problème, c'est que son pays, quand il y a une glaciation, il y a 3 km de glace dessus. Il veut pas ça. Donc en fait, il est très content qu'on fasse de l'effet de serre supplémentaire et qu'il fasse plus chaud. C'est pas du tout une alerte précoce, c'est même le contraire. La version du climat sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, c'est après-guerre. Donc, les satellites météo, les premiers, vous avez Tyros 1, donc c'est les années 60, et puis de Lascar, un gars qui s'appelle Kelly, qui se dit quand même, parce que lui, il a lu Arrhenius, et puis depuis, on a fait beaucoup de progrès sur la science de l'atmosphère, etc. Et il dit que ça serait quand même bien de savoir combien il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère. Parce qu'à l'époque, on ne sait toujours pas. On a des capteurs dans certains endroits. De la teneur en CO2 de l'atmosphère, pas le monapléa, le LOA, pardon, PA c'est catastrophique, et qui montrent qu'à l'époque, en 58, on avait un peu plus de 300 particules par million dans l'atmosphère de CO2, et chaque année qui a suivi, ce chiffre a augmenté. Puis vous avez un océanographe américain qui a dit tout de suite, c'est bien gentil ça, mais le CO2, il va avoir tendance à se barrer dans l'océan. Donc s'il y en a autant qui se barrent dans l'océan que ce qu'on met, il n'y aura pas de problème. Donc il se lance dans des calculs, et le résultat c'est, s'il y aura un problème, parce que l'océan ne peut pas absorber tout ce qu'on balance. Lui à l'époque il dit la moitié, bon en fait c'est le quart. Aujourd'hui on sait le quart de ce qu'on balance dans l'atmosphère finit dans les océans. Alors 79, le fameux rapport de Hugh Charney, demandé par la Maison Blanche à l'Académie des sciences américaine, est-ce qu'il y a un problème avec le climat? J'ai des collègues qui ont écrit on sait tout depuis 1979. Ben, ça c'est impossible et ça prouve qu'ils n'ont pas lu le rapport Charney. Et ils n'ont aucune excuse. Parce que le rapport Charney il fait 17 pages. Ce rapport, en fait, il fait que répondre à la question suivante, est-ce que les modèles numériques du climat, les premiers qu'on a à l'époque, quand on les fait tourner sur les supercalculateurs de l'époque, c'est-à-dire des trucs qui sont moins puissants que ce que j'ai sous les yeux, et qu'on leur dit, pendant les 100 prochaines années, j'augmente la teneur en gaz carbonique dans l'air jusqu'à tel niveau, doublement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vaut la sortie? Parce que la sortie, il y a à l'époque 4 modèles, on les fait tourner et ils disent, si vous doublez, à l'équilibre, une fois qu'il y a équilibre entre atmosphère et océan, l'atmosphère va se réchauffer à la base atmosphère et la surface des océans, c'est ça la température moyenne de la planète, va se réchauffer de l'ordre de 3 à 400 degrés, enfin, disons 3 degrés. Et donc, il conclut, c'est ce qui est écrit en anglais en haut, on a beau tourner le problème de tous les sens, on ne voit pas comment c'est possible que ça soit autrement. Ou alors, il faut prendre la physique qu'on connaît et la mettre à la poubelle. Et le rapport Charney ne dit rien d'autre. Il n'y a pas une phrase sur est-ce que c'est risqué. Il n'y a pas un mot sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Rien. C'est juste ça. Les modèles numériques du climat nous disent que ça va chauffer si on augmente, si on continue à utiliser gaz, charbon, pétrole au rythme où on l'utilise. Du coup, la conclusion, c'est le truc en dessous. Il y a un gars dans l'avant-propos qui dit bon, ok, les scientifiques ils sont contents, ils ont vérifié que leur truc marche. Les politiques, ils sont bien dans la merde parce qu'ils ont aussi dit qu'il y aura un possible effet tampon dans l'océan qui fera que quand on verra l'atmosphère se réchauffer, bah, ça sera trop tard, le truc sera dans les tuyaux et engagé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi il se passe en 80, c'est-à-dire l'année d'après du rapport Charney, parce qu'en fait le rapport Charney ne répond qu'à la question que j'ai traitée, et puis tous les autres scientifiques qui ne sont pas des spécialistes des modèles numériques du climat disent à leurs collègues
oui, tu as vraiment confiance dans ton modèle numérique du climat. Mais à quoi tu le confrontes pour être sûr que ce n'est pas que du calcul? Même si, d'accord, ta physique semble bonne. Mais le climat, c'est compliqué. À l'époque, on ne sait pas combien il y avait de gaz carbonique dans l'atmosphère au dernier maximum glaciaire et au dernier interglaciaire, et encore moins auparavant. Il n'y a pas de vérité de terrain à confronter au modèle numérique du climat. La température planétaire n'a pas commencé encore à augmenter, donc on ne peut pas dire ouais, voilà. Il n'y a pas de science de en quoi c'est grave pour les sociétés, pour l'environnement. Et puis, tous les dirigeants politiques, économiques, en 1980, et puis les habitants aussi, nous, de quoi on parle quand on parle d'énergie? On parle que le pétrole, il pourrait être rare et cher. On est au lendemain de la deuxième crise du pétrole, et donc c'est le moment où chez nous, Régis Giscard décide de demander du parc nucléaire pour remplacer le pétrole. Et dans le monde entier, tout le monde cherche du pétrole et du gaz partout, et tout le monde s'affole de savoir si ça va coûter cher. On n'est pas du tout en train de se dire utiliser le gaz et le pétrole, c'est pas bien. Ça change beaucoup en 87. Parce qu'il y a deux équipes françaises, celle de Jean Jouzel et de Claude Lorius, Saclay-Grenoble, qui réussissent à récupérer les glaces de l'Antarctique forées par les soviétiques et leur station qui s'appelle Vostok. Et pour la première fois, on a combien il y avait de gaz carbonique dans l'air sur les 150 000 dernières années, donc tout le glaciaire précédent et tout l'interglaciaire d'avant. Et en fait, là, ils font une découverte majeure. Ils trouvent les bornes naturelles des fluctuations des gaz à effet de serre, CO2 et méthane dans l'atmosphère de la Terre. Et cette découverte est valable pour au moins les 800 000 dernières années, parce qu'on a vérifié dans les carottes de glace des 800 000 dernières années. Et c'est probablement vrai pour 2 millions d'années au moins. Or, ces bornes, c'est quand il fait froid, ça descend jusqu'à, en gros, 200 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Quand il fait chaud, ça dépasse rarement, jamais et de peu les 300 parties par million. Je vous rappelle qu'en 58, on est déjà à 320. Et aujourd'hui, on est à 420. Donc on a explosé le compteur de la teneur en CO2 de l'atmosphère qui était dans ces bornes naturelles depuis probablement au moins 2 millions d'années. Et ça, pour les scientifiques, c'est majeur, parce que ça veut dire que les simulations informatiques du climat qu'on faisait déjà à l'époque, avec des moyens beaucoup plus rudimentaires qu'aujourd'hui, eh bien, le terrain disait que ça correspondait à la réalité. Et ce n'est pas un hasard, donc, si l'année suivante, les grands dirigeants politiques des pays les plus riches du monde demandent à l'Organisation météorologique mondiale et à l'ONU de créer le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC. Mais c'est quoi la vraie question qu'ils vous posent? C'est pas est-ce que ça va chauffer? Parce que ça, en fait, on sait déjà. Ça va chauffer. Ils lui posent surtout est-ce que les risques de ce changement sont si importants qu'ils justifient qu'on s'engage dans une politique de réduction drastique de l'usage du gaz, du charbon et du pétrole. Et en fait, in petto, ils se rajoutent ça, les pays riches, les dirigeants des pays riches. Gaz, charbon, pétrole, avec lesquels on a fait le développement économique de nos pays depuis la révolution industrielle et avec lesquels on a dominé le monde, notamment coloniser l'Afrique et tout ça. Faire la guerre aux Chinois, vous connaissez ça, la guerre de l'opium, l'amirauté britannique envoie un bâtiment militaire britannique à vapeur avec des canons et il bousille toute la flotte de l'Empire chinois, il bombarde Canton et il oblige l'empereur à signer l'ouverture des marchés aux pays européens, notamment britanniques, pour l'opium et pour le reste. Les Chinois ont jamais oublié ça. Hein. C'est pour ça qu'ils sont assez accros à avoir de la technologie. Donc ça, c'est les riches. Ils disent, on n'a pas envie de se priver de gaz, charbon, de pétrole. Parce que c'est ça qui fait qu'on est riche et qu'on domine le monde. Et puis les pauvres, ils se disent, nous, on aimerait bien en fait en avoir aussi pour être moins pauvres. Puisque manifestement, c'est avec ça que vous êtes devenus riches. Hein, c'est comme ça que la vraie question du GIEC doit être comprise.
Alors le GIEC, dans son rapport en 90, ils ont super bien bossé, c'est un rapport qui peut faire 600 pages, pas plus, et qui dit ça va chauffer, il y aura des conséquences, c'est encore, on va dire, un peu qualitatif sur les conséquences, pour la hausse du niveau marin, les risques climatiques, pour l'agriculture, l'économie, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes. En revanche, ils sont complètement sûrs d'un truc, le changement climatique sera violent et brutal. Complètement sûr. Mais ils ont du mal à quantifier tout dans les risques. Et donc, pour la première et la dernière fois de son histoire, le GIEC fait des recommandations. Parce qu'après, il n'y aura plus le droit de faire des recommandations. Et dans ces recommandations, il faut un traité international. Pourquoi? Parce que l'effet sur le climat et les risques d'une molécule de gaz à effet de serre émise à Paris, Tombouctou ou Washington, on s'en fout de savoir si c'est Paris, Tombouctou ou Washington, ça ne change rien. C'est le même effet. C'est un effet planétaire. Comme c'est un effet planétaire, il y a un truc qui s'appelle en économie le problème du passager clandestin. Si vous ne faites pas un truc coordonné au niveau mondial, tout le monde va se dire, bon, le voisin il va faire le boulot, et moi j'en bénéficierai. Et si tout le monde dit ça, du coup, personne ne fait rien. Donc c'est évident qu'il faut une coordination, d'autant plus que tout le monde n'est pas du tout au même niveau dans les responsabilités et les conséquences. Donc, 92, Convention de l'ONU, qui dit que il faut conserver les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Tous les pays de la planète, c'est ça. Belle unanimité sur l'objectif et le principe de l'action de la Convention climat en 92. Ensuite, le GIEC continue son boulot, donc il fait un rapport en 95, 2001, etc. Il fait ça en analysant la production scientifique mondiale. Donc ça ne rigole pas, je vous donne des chiffres là pour le dernier rapport. 14 000 publications pour le groupe 1, 34 000 pour le deuxième, 18 000 publications pour le groupe 2. La probabilité pour une publication scientifique importante sur le changement climatique et son traitement ait échappé aux analystes du GIEC, c'est 0. Donc dans les rapports du GIEC, qui font maintenant au total 10 000 pages pour un rapport, il y a tout ce que la science mondiale publie, en sciences de la nature comme en sciences humaines et sociales, qui a un rapport au sujet. C'est analysé, c'est synthétisé, voilà les résultats principaux, et c'est jugé. Ces résultats-là sont très fiables, très robustes. Celui-là, en revanche, on est très douteux parce que c'est pas confirmé par d'autres, etc., etc. C'est une expertise de la science produite sur le changement climatique dans l'objectif de répondre à la question qu'ont posée les commanditaires de l'expertise, c'est-à-dire les gouvernements du monde entier. Et comme je l'ai dit, si vous entendez un jour quelqu'un vous dire le GIEC préconise que, recommande que, vous dites tout de suite, toi, tu n'as jamais lu un rapport du GIEC, à part dans celui de 90, il n'y a jamais aucune recommandation dans un rapport du GIEC. Il a le droit de réunir les informations pertinentes pour la décision, en anglais policy relevant, mais il n'a pas le droit de faire des recommandations prescriptives en anglais. Alors, un résumé pour décideurs du GIEC, ça ressemble à ça. C'est donc totalement invitable, non seulement par tout un chacun, mais aussi par le décideur en question. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière dont les scientifiques peuvent produire une synthèse de leur expertise des résultats scientifiques. Donc après, il faut traduire. Un peu de physique maintenant, un peu de science du climat. Bon, l'évolution du climat, en fait, c'est dans le détail très compliqué, mais dans le principe, c'est super simple. Pour que le climat de la Terre soit stable, il faut que l'énergie que la Terre renvoie vers l'espace soit égale à l'énergie qu'elle reçoit du Soleil, parce que l'intérieur de la Terre ne joue aucun rôle là-dedans. Le climat de la Terre, c'est ça, c'est l'échange d'énergie entre la Terre et l'espace, le Soleil pour ce qui rentre, et puis la Terre conçue comme un immense radiateur vers l'espace. Qu'est-ce qui pilote ça? Alors sur le très long terme, il y a le Soleil, etc. À notre échelle, à nous, de 150 ans, il n'y a que deux trucs qui peuvent vraiment piloter ça et le changer. Il y a la composition chimique de l'atmosphère, c'est-à-dire sa teneur en gaz à effet de serre,
qui sont une toute petite portion d'atmosphère, mais qui pilotent le système. Et puis il y a l'albédo, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire que la Terre renvoie directement dans l'espace sans que ça participe au système climatique. Quand on augmente la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère, tant que le phénomène n'est pas saturé, ça augmente la quantité de chaleur qui sont stockées dans l'atmosphère et le niveau de l'altitude à laquelle la Terre rayonne vers l'espace augmente. Et donc, du coup, c'est plus froid, parce que plus on monte en altitude, plus c'est froid. Donc, plus c'est froid, ça veut dire qu'il y en a moins. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie disponible dans le système climatique. C'est ce qu'on fait depuis qu'on augmente la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et de 320 à quelque chose comme 400 parties par million. Il faut remonter à plusieurs millions d'années en arrière pour avoir un tel niveau. On est évidemment encore en train de l'augmenter année après année. On montre ça à un physicien et il dit c'est pas possible que ça ne change pas le climat. Là, c'est la courbe du CO2, c'est un graphique tiré du bouquin avec planétaire, donc c'est une station météo 1 à 2 mètres au-dessus du sol sous abri classique pour les continents et le premier mètre des océans. Vous voyez que depuis 70, en gros, ça augmente d'une manière quasi linéaire et dès qu'on enlève les fluctuations annuelles, on voit que c'est tout droit. Ce qui est important de savoir, c'est que là, il s'est marqué, ça réchauffe de 0,18 degrés C par décennie. C'est de l'anglais, décennie, décalé. Mais si on prend que entre 98 et 2016, donc les deux super El Niño, là, ce qui se passe dans le Pacifique, on est à 0,24 degrés C d'augmentation par décennie. Multiplié par 10 pour avoir un siècle, ça fait 2,5 degrés. Le réchauffement, il n'est pas du tout homogène à la surface de la Terre. C'est plus fort sur les continents, plus faible. Endroit où vous vivez, en tout cas en termes de température. Bon, ça c'est juste une démonstration sur comment les scientifiques sont complètement sûrs que ce que j'ai dit, le changement climatique, c'est à cause de l'effet de serre qui augmente et il n'y a rien d'autre qui peut expliquer ça. On pourra revenir si vous faire plus dessus. Ah, je me suis de côté. Et si on fait un zoom
sur la période 2000 ans, les derniers 2000 années, où on peut reconstituer la température planétaire avec une précision qui n'est pas exactement la même, mais qui commence à être valable pour être comparée à la précision des thermomètres, on a ça. En fait, depuis 2000 ans, il y a des fluctuations très petites à l'échelle planétaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fluctuations plus importantes à l'échelle régionale. Hein, par exemple, l'Europe, petit âge glaciaire, ou l'optimum médiéval. L'ensemble des futurs possibles. Donc ça, c'est des courbes d'émissions d'oxyde de carbone en milliards de tonnes par an, entre en gros maintenant et 2100. Et on fait des simulations où on dit à l'ordinateur, tu suis ça comme émission de CO2 dans l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, celui qui est tout en haut, il suppose quand même qu'on brûle tout le charbon, tout le pétrole, tout le gaz, une bonne part du charbon. Il n'est pas complètement impossible, mais il est du simple point de vue des ressources naturelles, c'est rude. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, on ne peut pas rajouter si haut. Celui qui est en dessous, en fait, c'est juste la continuation des politiques actuelles, en gros. Et celui-là, il amène direct vers 3-4 degrés, donc un changement monstrueux. Et les deux du dessous, qui sont en fait fabriqués pour atteindre les objectifs climatiques, hein, donc ce n'est pas des prévisions. Aucun de ces scénarios n'est une prévision. C'est un outil pour voir qu'est-ce qui va se passer si on fait ça. Et donc, on a évidemment regardé qu'est-ce qui va se passer, que doit-on faire plutôt en termes d'émissions pour atteindre les objectifs climatiques. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il faudrait baisser tout de suite et tous les ans, pendant longtemps, les émissions mondiales. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le futur, il est ouvert entre pas la planète 1,5 degré. Ça, c'est mort, et c'était mort quand on en a parlé la première fois, je reviendrai là-dessus. Mais en gros, si on fait beaucoup d'efforts, on pourrait ne pas dépasser les deux. Si on poursuit un peu trop longtemps sur la trajectoire actuelle, on arrivera entre 3 et 4. La différence entre ces deux futurs, vous pouvez la penser comme ça. Dans les rapports du GIEC, c'est écrit comme ça en fait. À 2 degrés, on peut imaginer des solutions aux problèmes que ça pose. Imaginer, ça ne veut pas dire qu'on les fait. En quelque sorte, on peut imaginer comment gérer le problème du réchauffement climatique contenu à ce niveau-là, pour que ce ne soit pas une catastrophe, un cataclysme. À 4 degrés, on ne sait même pas imaginer. On ne sait même pas quoi faire. On ne sait même pas à quoi penser. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut le fait qu'on soit encore aujourd'hui plus près du 4 que du 2 si on continue les trajectoires actuelles, ça veut dire qu'on va vers un monde ingérable. Bon, par exemple, avec un niveau marin qui fera que un niveau marin qui monte de 1 mètre, pour l'instant c'est une perspective très plausible pour un siècle,
c'est environ 400 millions de personnes qui habitent aujourd'hui sur des territoires qui sont submergés au moins une fois dans l'année, et donc il faudra qu'ils s'en aillent. Et en plus, on perd des terres cultivables. 400 millions. Les réfugiés actuels, c'est de la rigolade à côté. Et puis les extrêmes climatiques, on a parlé des canicules, là, tout ça, maintenant on a des canicules en juin, on a en septembre, on parlait qu'il faisait chaud dans le métro. Bon, bah à Lyon, dans pas longtemps, il faudrait être sûr que dans le métro il y a de la clim, hein, parce que quand il fera 45 dehors, voire 50, c'est pas exclu. Bon, bah, si vous voulez pas arrêter le métro tous les 5 minutes parce qu'il y a 3 voyageurs évanouis, il faudra faire quelque chose. C'est évidemment un seul exemple tout petit. Mais c'est de ça qu'on parle quand on parle des extrêmes. Les extrêmes, c'est en termes de précipitations intenses, en termes de perte de récoltes agricoles, etc. Le retour de plus en plus fréquent, en gros, le truc qui arrivait tous les 100 ans, bah, il va arriver tous les 10 ans, puis après, ça va devenir le truc moyen. Vous vous rappelez de l'été 2003 en France, hein, avec la chute de la production agricole, les je ne sais plus combien de milliers de morts, etc. Ben, ça sera l'été moyen de la fin du siècle, donc un été, avec un réchauffement de 2 degrés, hein, celui qu'on espère. Autre sujet de risque, par exemple les territoires qui vont être confrontés à des sécheresses intenses. Vous voyez qu'à l'échelle de la planète, ils sont assez bien localisés, mais sauf que ça concerne des centaines de millions de personnes. C'est déjà compliqué de gérer l'eau au Maghreb ou au Proche-Orient, ben, ça va devenir de plus en plus difficile. Là, je vous ai mis une petite carte du delta du Nil. Tout ce qui est en orange, l'horizon 2050, 2100, ça passe sous l'eau, mais complètement, hein, au moins une fois par an. Donc les Égyptiens qui n'arrivent déjà pas à produire leur nourriture, ils sont obligés d'importer en masse, et si le prix augmente trop, ça fait des émeutes, ben, ils vont perdre ça. Et les Égyptiens qui habitent là, ils vont aller ni en Libye, ni au Soudan, ni en Israël. Hein, il reste plus que les bateaux. Et puis évidemment, ce que le graphique un peu compliqué à côté vous dit, c'est qu'on n'a pas que le climat comme problème. Hein. Il y a les ressources, il y a la biodiversité, il y a les problèmes sociopolitiques, et tout ça, c'est une multiplication, c'est pas une soustraction de problèmes. Alors, faisons un peu de politique maintenant. Le b.a.-ba de la géopolitique du climat, c'est la dichotomie qu'il y a entre les responsables, les coupables, et puis ceux qui payent les pots cassés. Ça, c'est des émissions historiques. Ce que vous voyez, c'est que historiquement, si on cumule, eh bien, le monde industrialisé est responsable de l'essentiel, enfin la majorité des émissions planétaires, et c'est encore pire si on comptait par habitant, évidemment. Là, c'est par pays. La situation actuelle est encore celle-là. C'est-à-dire que là, vous avez des émissions de gaz à effet de serre par tête. Ça, c'est là le chiffre en haut. Et puis la largeur de chaque élément, et puis l'air que ça fait, hein, ça vous représente le volume du pays. Et ce que vous voyez, c'est que entre un Nord-Américain qui est presque à 20 tonnes de gaz à effet de serre par an, et puis un Africain ou quelqu'un d'Asie du Sud, l'écart est phénoménal. Et cet écart phénoménal en cause, en responsabilité dans le changement climatique, se double du fait que la vulnérabilité des gens, en fait, est directement reliée non seulement à l'endroit où vous vivez, mais surtout à leurs moyens. Est-ce qu'ils sont pauvres ou est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils ont des moyens techniques ou pas? Est-ce qu'ils ont un État qui fonctionne ou pas? Est-ce qu'ils sont larges en termes de production agricole ou est-ce qu'ils sont sans arrêt à se demander chaque année s'ils auront assez à bouffer? Plus on est dans le deuxième cas, dans la pauvreté, et plus les à-coups du climat sont hyper violents. Regardez ce qui s'est passé en Libye là. Si les 2 barrages là, qui ont pété, qui ont tué au moins 10 000 personnes d'un coup, 10 000, c'était des barrages français, et bon, bah, on les aurait entretenus, éventuellement surélevés, enfin on aurait fait quelque chose quoi. Mais la Libye, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus d'État,
Bon, bah voilà, donc les 2 barrages. Alors c'était très violent, hein, le Médicaine qui est arrivé, c'est le nom qu'on donne à ces trucs météo. Mais en réalité, ça fait 10 ans que personne ne s'occupe des barrages. Ça fait une catastrophe. Et donc ça, cette dimension géopolitique et égalitaire, c'est une vraie bombe, en fait. Quand on va un peu dans le détail sur qui émet quoi et qui émet combien et où, ça vous donne ça. Donc il y a 700 millions de personnes qui émettent presque la moitié du total. Et ces 700 millions de personnes, à 40%, elles sont constituées d'habitants des Amériques du Nord et à presque 20%, à 19% de l'Union européenne. Vous avez 3 milliards d'êtres humains qui sont dans la moyenne mondiale, donc ceux-là, on ne peut pas trop leur dire quelque chose. Et puis vous avez à peu près 4 milliards d'êtres humains qui, tous, n'émettent que 13% du total. Eux, c'est les pauvres. Donc c'est les dindons de la farce, ils ne sont pas responsables du changement climatique, et c'est eux qui vont en supporter les conséquences les plus effroyables. Faisons un peu de politique fiction. Il y a 2 ans, à la COP de Sharm el-Sheikh, le Premier ministre pakistanais est venu dire « Ok, chez moi il y a eu une mousson, c'était la catastrophe, il y a 30 millions de mes concitoyens qui ont perdu leur logement. 30 millions, hein. Mais vos scientifiques me disent que c'est de votre faute, que la mousson elle n'aurait pas été aussi forte s'il n'y avait pas eu de changement climatique. Bon, ben payez alors, puisque c'est de votre faute. Donnez-nous de quoi reconstruire des logements pour 30 millions de personnes. Là, ça rigole plus. Alors, il a fait que ça. Mais c'est pas complètement dingue d'imaginer que prochaines élections au Pakistan, il y a des candidats qui disent aux électeurs votez pour nous parce que nous on va exiger. Et puis rappelez-vous, on a la bombe. Donc les risques géopolitiques du changement climatique, ils sont de ce niveau-là. Il y a des films et tout sur l'éco-terrorisme, des gens qui feraient des trucs, voilà, Atwar, là, le film islandais qui est magnifique d'ailleurs. Mais ça, c'est peanuts. Le vrai problème, c'est d'abord est-ce que, par exemple, les électeurs de l'Inde, du Pakistan, du Brésil, un jour, ils vont voter pour des gens qui vont dire bon, allez, on part en guerre hein, pour faire payer aux riches ce dont on souffre. Et puis, il n'y aura pas de miracle. À cause de l'inertie du système climatique, du fait qu'une molécule de CO2, ça reste en gros 1 siècle ou 2 en moyenne dans l'atmosphère. Et donc, même si on faisait des politiques de restriction drastiques de l'usage des énergies fossiles, donc le fameux SSP1, là, bah vous voyez que la température continue de monter encore un peu, quoi. Mais surtout, quand vous regardez le truc du bas, pour y arriver, il faudrait émettre beaucoup moins de CO2, donc utiliser beaucoup moins d'énergie fossile dans les décennies à venir que ce qu'on a consommé dans le passé. À l'époque, on était 2 milliards, 3 milliards. Là, on va être 8, 9. Donc on voit la rupture historique monumentale que ça représente en termes de ressources énergétiques utilisées. Alors, est-ce que la Convention, c'était un bon outil, la Convention sur le climat? Dans son texte de 92, il a juste dit qu'il faut éviter un changement climatique dangereux. Il n'est pas quantifié en termes d'objectifs climatiques, par exemple en termes de quel degré de réchauffement on accepte et donc quel budget de carbone on se donne. C'est seulement en 2009 que la COP de Copenhague a fixé cet objectif climatique et donc ipso facto le budget de carbone susceptible d'être utilisé dans les années suivantes. On peut se dire c'est tardif, etc. Mais c'est un fait, c'est comme ça. En 92, il n'y avait pas de quantification, pas de calendrier. À Paris, en 2015, vous vous rappelez, on a dit ouais, 2 degrés, c'est déjà trop. On va signer 1,5. Enfin, la formule exacte, c'est se rapprocher le plus possible de 1,5. Pourquoi? Parce que les pays les plus pauvres et les plus vulnérables se sont groupés et on dit si vous ne mettez pas ça dans le texte, on ne le signe pas. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis? Pas du tout parce qu'ils pensaient que c'était possible.
À l'époque, en 2015, j'ai demandé tout de suite à des climatologues, est-ce que c'est possible qu'on ne chauffe pas, qu'on n'atteigne pas un 5, qu'on ne chauffe pas? Ils m'ont tout dit tout de suite, non mais oui, c'est impossible, c'est déjà dans les tuyaux. Donc en fait, c'est de la géopolitique. Les pays qui ont demandé ça, c'est des pays qui veulent demander des dommages aux pays riches. Donc maintenant, dans l'école, il y a un sujet, c'est dommages et réparations. On a des dommages liés au changement climatique dans nos pays. Il faut un fonds mondial pour donner aux pauvres, pour qu'ils soient compensés de ça, qu'on répare les choses chez eux. Et plus la barre est basse, plus on peut dire le traité de la Convention que vous avez signé dit qu'il ne fallait pas dépasser ça, on l'a dépassé, donc maintenant payé. C'est à ça que ça sert, cet objectif. Et c'est bien vu. C'est bien vu. Maintenant, quand on lit vraiment la Convention climat, ce que beaucoup de mes collègues n'ont jamais fait, pourtant c'est pas un texte très long, on tombe sur un truc qui peut sembler hallucinant. Ce qui est qualifié d'objectif prioritaire dans le texte de la Convention climat de 92, c'est pas d'éviter un changement climatique dangereux. C'est d'éradiquer la grande pauvreté dans le monde. C'est ça, ce qui est qualifié d'objectif prioritaire, c'est la lutte contre la pauvreté. Et c'est même précisé que dans les pays pauvres, pour sortir les milliards de gens de la pauvreté de l'époque, il va falloir avoir de l'énergie, plus d'énergie. Et nécessairement, une partie, ça sera du gaz, du charbon et du pétrole. Et tout le monde a signé ça. Est-ce que c'était vrai? On va le vérifier. En 1990, dans le monde, il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont moins de 2 euros constants par jour pour vivre. Ça fait vraiment, vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, on est autour de 700 millions. C'est une chute historique de l'extrême pauvreté. Il y a plus de 1,3 milliard de personnes qui ont augmenté leurs revenus bien au-delà des 2 euros par jour. Ce que ce graphique vous dit aussi, c'est que c'est très géolocalisé comme phénomène. En gros, il y a une quasi-éradication de l'extrême pauvreté dans l'Asie de l'Est, et un peu moins, une baisse seulement dans l'Asie du Sud, et qu'en revanche, en Afrique subsaharienne, les extrêmes pauvres, il y en a plus, pas beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire qu'en proportion, ils sont moins, parce qu'on est passé de 2 milliards à 700 millions dans un monde qui est passé de 5,3 milliards, un truc comme ça, à 8 milliards. Et du coup, la proportion d'extrêmes pauvres dans le monde est passée de 36% à moins de 10%. Et donc le discours, ça va de plus en plus mal, c'est souvent tenu et cru par une population dans un pays riche comme le nôtre. Et si vous tenez ce discours en Chine, en Inde, au Pakistan, au Moyen-Orient et même en Afrique, on va vous dire non, c'est pas vraiment ça. Mais il y a eu un prix à payer. Alors j'ai pris évidemment l'exemple de la Chine puisque c'est le plus gros paquet. Donc là, vous avez sous les yeux les émissions de CO2 provenant de l'usage du gaz, du charbon et du pétrole, année après année, de 90 à 2019 en Chine. Et vous avez les chiffres. Ils sont passés de 2,4 milliards de tonnes à 11,5 milliards de tonnes par an. Par tête de pipe, c'est passé de 2 à 8 tonnes. Oui, c'était vrai ce qu'ils avaient écrit dans la Convention climat de 92, d'ailleurs en suivant le rapport du GIEC de 90. Les énergies fossiles, ça sert à remplir les poches des majors du pétrole, des actionnaires de Total, etc., etc. Mais ça sert aussi à vivre mieux que quand on n'en a pas. Et c'est évidemment l'une des contradictions les plus difficiles. Bon, là, je vous ai mis les émissions depuis 90 à l'échelle mondiale, mais ça, il n'y a pas la vision sociale de la division des émissions. Je vous mets ça parce que ça montre que l'horloge tourne. Si on avait eu un pic mondial des émissions de gaz à effet de serre en 2000, donc quand même 18 ans après la Convention climat, il aurait suffi de baisser de 2% par an les émissions mondiales pour atteindre l'objectif des 2 degrés.
Et comme on n'a pas fait ça, on n'a toujours pas atteint le pic d'ailleurs, et ben si on fait le même calcul à partir de 2021, il faut diminuer de 5% par an. C'est monstrueux, gigantesque. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme à la Covid, une baisse de 5% dans une année, parce qu'on a tout arrêté, les avions, tout ça. Non, il faut le faire tous les ans. Et c'est une rupture historique dans les technologies et les modes d'organisation sociale, d'une ampleur monstrueuse. Ce graphique qui est tiré du GIEC dans le bouquin donne une représentation du mouvement que le monde devrait accomplir s'il voulait atteindre ses objectifs climatiques. Il faudrait que tout le monde vive bien, ça c'est la zone en orange à droite, c'est l'indice de développement. Vive bien, c'est on a à manger, on a un logement, on a du boulot, on a un médecin, on a des pompiers, on a une école pour les enfants, etc. etc. Mais on le ferait avec les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux pauvres d'aujourd'hui dans le monde, qui n'ont pas tout ça. Et donc ça signifierait que dans les pays riches, on chute comme ça, dans les émissions, et que dans les pays pauvres, on arrive à se développer et à résoudre les problèmes sociaux sans recourir massivement aux énergies fossiles. Désolé, il faut que je me mouche. Et donc c'est pourquoi il y a une dimension purement sociale et politique dans ce sujet qui est inséparable de la dimension technique. Dimension technique au sens les villes différentes, on fait de l'électricité bas carbone à la place d'électricité au gaz et au charbon, on se transporte avec autre chose que des véhicules à pétrole, etc. Tout ça, c'est des sujets d'ingénieurs, de techniciens, d'organisation urbaine, de quand on construit des logements, etc. Mais la question qui se pose, c'est pour faire ça, est-ce qu'on peut le faire avec l'organisation sociale actuelle, donc avec le capitalisme, pour utiliser un mot précis? Eh bien, dans le rapport du GIEC, il y a du grand abondant. Dans le chapitre 5 du groupe 3, ces économistes qui ne sont pas du tout des révolutionnaires et qui présentent un résultat consensuel à l'échelle mondiale, discutent du trio sobriété, c'est-à-dire renoncement volontaire à des consommations parce qu'on ne veut pas émettre les gaz à effet de serre qui y sont associés, donc sobriété, inégalité de revenus de patrimoine et publicité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la sobriété, dans la plupart des scénarios d'Internet de climatique, c'est quasiment entre 40 et 60% du boulot en fonction des scénarios. Donc c'est le truc le plus gros. Sobriété des gens devenus riches. La sobriété en Afrique en 2080, c'est pas la sobriété des Africains d'aujourd'hui. On a supposé que l'Afrique s'est développée. Cette sobriété est nécessairement volontaire, sinon c'est pas de la sobriété, c'est que vous êtes pauvre. Il y a quelqu'un, un gouvernement qui vous empêche de consommer un truc, par la loi, la réglementation. Cette sobriété, pour qu'elle existe, eh bien, il faut s'attaquer aux inégalités, parce que c'est un résultat de sociologie, de psychologie sociale, d'économie, etc. Pour le dire avec mes mots à moi, en gros, quand on est pauvre dans une société où il y a des riches, on aimerait bien avoir ce que les riches ont. C'est humain, dirait Coluche. Et donc, si vous n'avez pas une diminution drastique des inégalités sociales, de revenus et de patrimoine, et notamment de patrimoine, dans le sens de je prends le haut de la pile et je l'écrase de 80%, et bien la sobriété, vous oubliez. On ne l'aura pas, ça ne sera pas possible. Ou alors il faudra autre chose que la sobriété, il faudra de la pauvreté ou de la dictature. De la dictature, un pouvoir politique imposant quelque chose, mais dans une société qu'on veut démocratique, donc on accède au pouvoir par les élections, l'idée qu'on va arriver au pouvoir par les élections en ayant un programme où on dit aux gens on va vous obliger à, c'est pas très logique, ça ne peut pas fonctionner. Et puis il parle de la publicité aussi. En gros, pour dire la publicité c'est le truc qui vous fait croire que si vous n'avez pas l'iPhone dernier cri de la semaine où il sort d'usine
vous êtes un naze, ça c'est incompatible avec la sobriété, évidemment. Alors le problème, donc en gros, il faut supprimer les riches et la pub, dit ce rapport. Ils ne disent pas comme ça, mais le drôle de l'affaire, c'est qu'ils ne s'interrogent pas sur le rapport entre ce qu'ils viennent de dire et le système capitaliste. Dans tout le rapport du groupe 3 du GIEC, les seules occurrences du mot capitalisme, il y en a 19, c'est des références, c'est-à-dire des titres d'articles ou des titres de bouquins, mais dans le bouquin, dans le rapport, alors qu'il y a une critique extrêmement forte des inégalités sociales, il n'y a absolument rien que l'analyse sur les mécanismes qui produisent ces inégalités sociales, donc le système capitaliste. Mais ça, c'est normal. Je vous rappelle que le GIEC fait la synthèse critique de la littérature scientifique publiée. Pour avoir quelque chose de critique sur le capitalisme dans le rapport du GIEC, il faudrait que, dans les universités et centres de recherche en économie du monde entier, il y ait une majorité d'économistes qui soient anticapitalistes. Ce n'est pas le cas. Évidemment, c'est le contraire. Il y a une écrasante domination d'économistes qui pensent que le seul truc imaginable, c'est le capitalisme. Comme les écologistes, le capitalisme, c'est naturel. Et donc, il ne faut pas demander au GIEC de produire quelque chose qui serait une analyse critique du système capitaliste, parce que ça voudrait dire demander au GIEC de nous écrire autre chose que ce qui s'écrit dans les laboratoires d'économie. Et donc, il ne faut pas. Et du coup, il faut faire le boulot nous-mêmes. Enfin, à côté, quoi. Il faut s'interroger sur... alors, il y a des gens qui ne s'interrogent pas, hein, ils écrivent changeant le système pas climat, donc ils pensent, et après analysent, pour y arriver aux objectifs climatiques, il faut changer de système économique et social. Je suis assez d'accord avec eux, en fait. Parfois, ils disent ça en sous-estimant la dimension technique du problème. Quelles sont les ressources naturelles, les technologies, tout ça qu'il faut utiliser pour y arriver, mais bon, c'est une discussion normale, on va dire, qui peut être sérieuse si elle est menée sereinement et avec honnêteté intellectuelle de tous les côtés. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, je vais m'arrêter là, ça vaut la discussion, on arrive assez bien à imaginer les, entre guillemets, recettes techniques. On sait avec quels moyens on peut faire des électrifications d'électricité massivement, bas carbone, les différentes possibilités. Elles ne sont pas faciles. Hein. On sait comment remplacer la voiture individuelle partout avec des moyens de transport en commun. Il y a plein d'endroits où on l'a fait. On sait qu'il vaut mieux faire les commerces en centre-ville pour que les gens fassent leur course à pied plutôt que prendre la bagnole pour aller à un centre commercial inaccessible autrement qu'en voiture. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, hein, mais on arrive assez rapidement à imaginer plein de solutions. En revanche, tout ce qui tourne autour de l'organisation sociale, donc du système économique, là c'est un combat. C'est un combat, hein, parce que même en se contentant de trucs du GIEC, il faut diminuer les riches et il faut supprimer la pub, vous dites ça à un gars qui sort d'HEC, François Hollande par exemple, ou Madame Pécresse, voilà, là il se prend dans les toilettes. Parce qu'il ne peut pas imaginer autre chose. Il est biberonné à l'économie, c'est les entreprises, elles sont concurrentes, et du coup elles font des innovations, puis surtout elles font du marketing, et c'est ça qui fait tourner le système. Et donc si on leur dit faut supprimer les riches, ah bah oui, mais comment ça va ruisseler, et si on leur dit faut supprimer la pub, là ils ne savent plus où ils habitent. Et donc il faut une imagination sociale qui peut aller au-delà de choses anciennes, hein, sur par exemple à qui le capital des entreprises doit-il appartenir. On discutait tout à l'heure, de Total, les majors pétrolières. Les dirigeants des majors pétrolières, ils font ce que leurs actionnaires leur demandent de faire. Et dans les actionnaires, d'ailleurs, il y a plein de fonds de pension américains, par exemple, qui paient des retraites avec ça. Si on veut que les grandes compagnies pétrolières et gazières préparent d'une manière coordonnée, massive, rapide, la transition vers la sortie du pétrole et du gaz, est-ce que c'est possible avec un actionnariat dont la demande principale, c'est je veux du pognon tous les mois pour que je crache? C'est pas possible. Il faut une autre forme de propriété. Pour moi, c'est une évidence.
Ok, mais en réalité, dans nos pays, c'est un débat. La plupart des forces politiques ne veulent pas faire ça. Je m'arrête là pour laisser un peu de temps à la discussion.